être dirigeant d'entreprise finalement, ce n'est pas vraiment une sinécure, disent les patrons de TPE et des artisans. Le SAPR monte une nouvelle fois au créneau. C'est dans Gadian Réunionnais. J'attendais Jean-François Maillot, je gagne au change. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Alors, vous allez vous présenter ? Oui, je m'appelle Karine Bertil, je suis adhérente du CSAPR. D'accord. Et un vieux de la vieille ? Non, je suis un habitué du studio. Bonsoir, Eric Marcelli. Bonsoir. Alors, ma question, c'est, vous avez entendu le vice-président du RSI parler de cette année de transition. Est-ce que la transition a été bonne, a bien commencé ? Et est-ce que vous commencez à vous dire, on sait plus ou moins où est-ce que vous allez aller avec le SSI. Le RSI adossé à l'URSSAF. Vite. Alors, non, j'ai commencé par elle parce que je veux entendre vraiment tout ce qu'elle a à dire. Je vous écoute. Alors, vous appelez ça une transition, je n'appelle pas ça une transition. Ah, moi j'ai répété ce qu'a dit le président. Bon, je n'appelle pas ça une transition, je pense que c'est un tour de prestidigitation. C'est plus comme ça que j'appellerais la chose. Comme tout tour de prestidigitation, il y a un prestidigitateur et il y a des gens qui sont abusés. Et je pense qu'on est vraiment en plein là-dedans. Le prestidigitateur, pour moi, est l'État qui, en procédant de la sorte, dans la désorganisation la plus totale, puisque personne ne sait aujourd'hui ce qu'est cet OVNI SSI, essaie finalement, je pense, de cacher certaines choses ou de corriger, de faire en sorte qu'on n'ait pas accès à des choses qui pourraient nous permettre de nous défendre par rapport à tout ce qui s'est passé avec le RSI. Ça, c'est une première chose. Ensuite, de l'autre côté de l'écran, pour ceux qui sont abusés, je dirais, je pense qu'on a ôté à tous les gens qui sont soi-disant obligatoirement assujettis au RSI d'abord, au SSI ensuite, tout moyen finalement de se défendre et d'identifier l'ennemi auquel ils ont affaire. Nous avons aujourd'hui affaire à un organisme dont nous ne savons rien. Quelle est sa forme sociale ? De quoi s'agit-il ? Quelle est votre profession ? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Et ce dispositif, pour l'instant, continue à peser dans votre gestion ? Alors, il continue à peser dans ma gestion. Je pense qu'il pèse en fait à un niveau beaucoup, beaucoup supérieur. Je ne pense même pas à ma profession en elle-même, mais elle pèse sur tout l'entrepreneuriat, les TPE, les PME, et elle pèse sur l'emploi, cette problématique au final. Parce que cet assujettissement obligatoire à une assurance dont finalement nous ne savons rien, dont nous ne savons pas l'emploi des fonds, dont nous ne savons pas qui décide de quoi derrière, à quoi sert notre argent, où va notre argent. Et finalement, nous sommes assujettis pour un risque donné qui est la maladie ou la vieillesse, sur notre chiffre d'affaires ou sur notre bénéfice, et en aucun cas sur le risque que nous représentons. Et donc, c'est complètement délirant. C'est comme si demain, vous devez vous assurer pour votre voiture, et on ne vous assure pas en fonction de la cylindrée de votre voiture, de l'ancienneté de votre permis et de votre historique des accidents, mais on vous assurait en vous disant « Ah, très bien, vous touchez 10 000 euros par an, eh ben vous allez payer 3 euros. Vous touchez 100 000 euros par an, eh ben vous allez payer 10 000 euros. Donc c'est n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on est assujetti aujourd'hui. Il y a vraiment cette opacité dans tout ce qui est l'imposition, que ce soit au niveau des... Les bases de calcul. Les assiettes. Alors, il y a un problème, effectivement, je dirais opacité, pas vraiment, puisque les règles sont écrites et qu'on est censé pouvoir identifier les assiettes chez chacun. Je pense qu'il y a un problème qui est plus de la philosophie de l'assiette derrière, qui n'est pas normal. Nous ne pouvons pas être assurés sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice ou la valeur ajoutée que nous apportons. Ce n'est pas possible. Que nous soyons assurés sur un risque que nous représentons, ça, effectivement, nous ne militons pas pour la disparition du RSI. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous voulons de la transparence et de la justice sociale. La justice sociale, ça comporte aussi la solidarité. Et nous avons des propositions pour financer la solidarité. Mais ce système n'est pas reconductible en l'état. Et c'est ce qui est en train d'être fait. On est passé du RSI au SSI, on a reconduit le système en l'état. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. En fait, l'opacité n'est pas tant sur l'assiette en elle-même que sur l'emploi des fonds. Où va notre argent ? Où va-t-il ? À quoi est-il employé ?
Vous vous rendez compte que des gens ont quand même cotisé sur la base du bénéfice qu'ils ont généré, de la valeur qu'ils ont apporté, des emplois qu'ils ont créés, du courage qu'ils y ont mis pendant des années pour toucher quoi, 300, 400 euros par mois au maximum de retraite? Et ils en font quoi de cet argent? S'ils l'avaient employé de par eux-mêmes, s'ils avaient su le faire fructifier par eux-mêmes, ils auraient eu un niveau de vie bien supérieur à la retraite. Ce n'est pas ça la justice sociale. Ce n'est pas ça. La justice sociale, la solidarité, nous la voulons aussi. Mais elle ne peut pas passer par les systèmes opaques qui nous oppressent aujourd'hui. Éric Marcilly, le discours est le même sur ce point? Le discours est le même sur ce point parce que là, actuellement, on a vu au début de l'année l'augmentation de la CSG. La CSG pour les retraites, 1,7 en plus. Je connais pas mal de retraités qui ont des problèmes. Ils vont perdre sur une année entre 600 et 800 euros sur un an. Ça fait beaucoup. Hein. Et actuellement, ils sont révoltés, mais seulement ils n'ont plus les moyens, le courage de se battre après avoir travaillé pendant 42 ans. Hein, et ils n'ont plus le courage de se battre. Alors là, ça c'est une décision du gouvernement. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a une solidarité, en tout cas de la population, contre certaines décisions du gouvernement. Mais pour revenir aux entreprises aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure à Madame Bertil, la question c'est, vous en tant que chef d'entreprise, est-ce que les premiers effets des lois du gouvernement impactent un peu plus notre activité. Votre activité? Oui, beaucoup. Il n'y a pas que mon activité, mais beaucoup de chefs d'entreprise de TPE, PME qui, cette année, vont déposer le bilan. Et je connais déjà qui sont passés au tribunal de commerce parce qu'ils n'en peuvent plus. Trop de charges. Et dans mon domaine d'activité, il y a à peu près 6-7 entreprises qui vont fermer. Je ne compte pas les entreprises du bâtiment. Je pense qu'à la fin de l'année, il y aura facilement entre 3 000 et 5 000 entreprises qui vont fermer. Quand je dis entreprise, c'est bien profession libérale, profession indépendante, commerce, tout. Voilà. Et on ne se rend pas compte. On se cache les yeux, on fait l'autruche. Nos politiques font l'autruche. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Hein. Et quand on parlait de solidarité, je reviens juste sur la CSG, nos députés ont refusé de payer la CSG. Ils ont voté une loi comme quoi qu'ils n'avaient pas payé la CSG. Où est la solidarité? Oui, la solidarité au niveau des députés se pose beaucoup, puisqu'à chaque fois, ils augmentent leurs revenus et ils taxent les autres. Et même, on va dire que c'est presque logique, on les paye pour pouvoir taxer les autres. On les paye, oui. Non, mais moi, je n'ai pas payé pour faire ça, moi. Hein, je n'ai pas voté pour eux. Ils sont là pour nous représenter, ils ne nous représentent pas. Ils représentent leur intérêt personnel. Vous connaissez ma colère envers ça, d'accord ? Donc, non. Alors, soit ils défendent vraiment le Réunionnais. Quand je dis le Réunionnais, c'est celui qui travaille à La Réunion, qui paye ses impôts à La Réunion, qui a envie de tout faire à La Réunion, mais pas comme ils font actuellement. Je suis désolé, ils ne se battent pas pour nous. Ils se battent pour l'intérêt personnel. Ils jouent sur la misère des gens pour avoir des gens, pour des bulletins de vote. Ils jouent sur la misère des gens pour leur donner une allocation pour misérables, alors qu'ils ont le droit du travail, ils ont le droit d'entreprendre. Notre combat, c'est ça. Le CSAPR, c'est pour la liberté d'entreprendre et la liberté d'avoir un droit, c'est celui de travailler. Et là, on veut nous retirer ce droit de travailler. Et où va passer notre honneur? Où va passer nos valeurs? Hein, et je suis en colère contre ça parce qu'ils ne nous représentent pas vraiment. Et là, on est en souffrance en tant que chef d'entreprise. Beaucoup de personnes disent que les chefs d'entreprise gagnent beaucoup d'argent. Non, ils font beaucoup d'heures et ils ne gagnent très peu. Même pas un SMIC, même pas un RSA. Et je reviens là-dessus. Je souriais parce que je sais de quoi parle Éric Marcilly. C'est vrai que c'est très dur pour les chefs d'entreprise. La question est récurrente, d'une part, sur le RSI. À quelle sauce vont être mangées les entreprises? Et autre question récurrente, qu'attendez-vous de ce projet de nouvelle loi Outre-mer pour les Outre-mer? De quelle loi vous parlez? De celle qui est en discussion, dont le rapport est prévu au mois d'avril. L'ODEOM? Après la LODEOM. Après la LODEOM, donc la nouvelle loi Outre-mer. On n'est pas invité à discuter avec ces gens-là. Vous savez très bien que moi,
Les partis politiques, enfin, voilà, il paraît qu'il y a eu des ateliers, il y a eu des discussions de ça aussi. Alors, je serais curieuse de savoir qui participe aux ateliers. C'est très bien de vouloir faire des choses pour les DOM assis derrière son bureau. Seulement interroger les personnes qui sont concernées, je pense que c'est mieux quand même, parce que ça permet d'éviter de passer à côté des sujets et de proposer des solutions qui de toute façon seront inadaptées. Voilà, là on est en plein dans, je pense, la gangrène de la France en général. Il ne s'agit même pas là de nous, entrepreneurs, de la Réunion, des territoires ultra-périphériques. Il s'agit de la France. On a un virage à prendre aujourd'hui. Il s'agit pour la France de prendre ce virage de la mondialisation, de faire les choses, les réformes courageuses une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, nous sommes quand même tous dans cette situation à cause d'un manque de courage politique. Et ce manque de courage politique, il doit changer si on veut que les choses changent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron prend des décisions, en tout cas son gouvernement prend des décisions, il y a des projets de loi, il y a des lois qui sont votées, mais apparemment, ce courage-là n'est pas ce que vous attendez. Pour moi, ça reste pareil comme les années 50. C'est hors sujet. Voilà. Il y a eu 40% de chômage il y a 50 ans. On emmène toujours nos enfants, on envoie toujours plutôt nos enfants en métropole faire les études, par exemple, que c'était mieux. Ils ne reviennent pas. Ça n'a pas changé. Il y a eu le Bumidum, quand je discutais tout à l'heure. Il y a eu l'ANT. Maintenant, il y a le CNAM. On a juste changé les noms et rien n'a progressé. On revient exactement pareil. On met les mêmes politiques en place. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quoi d'autre. Lui-même va être pareil, ça va être un voleur pareil. Mais essayez, vous n'avez pas essayé. Donc, il faudrait arrêter avec cette politique de faire croire aux gens qu'on a la possibilité. Et on en voit encore aujourd'hui avec les hommes politiques qu'on a en place. Donc, s'il faut prendre ce virage, il faut le prendre maintenant, ne pas attendre et laisser nos enfants dans une misère par la suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas aux politiques. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, on a quand même, c'est mon opinion personnelle et je suis complètement apolitique lorsque je dis ça, j'ai quand même l'impression d'une volonté de rupture et de changement. C'est ce que je ressens. Cette volonté de rupture et de changement est déjà extrêmement salutaire. Maintenant, il ne s'agit juste de pas se tromper de cible. C'est tout. Il s'agit d'interroger les bonnes personnes. Lorsqu'on parle d'une loi de financement pour les DOM, interrogeons les DOM. Quelles sont nos vraies problématiques ? C'est bien beau. J'ai assisté récemment à une réunion à la CCI d'un intervenant d'une association qui s'appelle R&DOM, qui propose des solutions dont le travail est d'œuvrer pour la création d'emplois dans les DOM, dans les régions ultra-périphériques. Effectivement, comme je vous le dis, j'ai vraiment ressenti cette volonté de rupture et en tout cas la fin de la langue de bois et du discours politique pur et dur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un signal fort et très encourageant. Cependant, les solutions qui ont été proposées, pour moi, ne sont que partielles et n'entrent pas assez. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'idées, on a besoin d'action. C'est bien beau de dire il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a plus il n'y a qu'à Faucon. Il faut faire maintenant. Et lorsqu'il faut faire avec les gens qui sont là, les gens dont les problématiques se posent tous les jours et qui savent faire des propositions concrètes, eux, pour leurs propres problématiques. Alors, encore une fois, les discours se retrouvent effectivement. Il y a beaucoup d'échanges, de mots, d'écrits, et on voit pas l'action. On voit pas l'action et l'évolution des choses. L'action, voilà. Mais même aujourd'hui, avec ce que fait Emmanuel Macron, ce n'est pas quelque chose de concret. Non, pour moi, non. Pour nous, en tant que chef d'entreprise, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on ressent toujours les mêmes problèmes sur le terrain. Le manque de finances pour investir. Les taxes sont toujours là, les charges sont toujours là, alors que nous, avec le CSAPR, comme on l'a dit, on doit demander la liberté sociale, c'est-à-dire le choix de son assurance sociale qui donnerait une bouffée d'oxygène à chaque entreprise, et ils n'en sont pas là. Où va notre argent, comme disait Mme Bertil, hein ? À qui profite le crime ? Alors, cette question-là, elle a été posée 2 fois, mais au sein du collectif même du CSAPR, donc j'ai essayé de rappeler c'est quoi le CSAPR, le collectif des associations et des syndicats professionnels de la Réunion, qui regroupe donc les chefs d'entreprise. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce qu'il y a une action ? On sait que les salariés vont descendre dans la rue. Est-ce que les chefs d'entreprise ont de quoi mener une action contre les actions du gouvernement ? Je pense qu'on n'est pas en construction par du contre. Je pense que ce n'est pas la philosophie. Je pense qu'on est plus dans cette dynamique qui est positive de dire il ne suffit pas de décrier les choses, il ne suffit pas de dire
Nous, on est vraiment on a des choses à dire et à proposer, et on le fait. Et je pense, lorsqu'on s'est rencontrés, Monsieur Marcellier et moi-même, lorsque j'ai adhéré au CSAPR, on a une longue discussion autour de ça, autour de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour cette association. Descendre et dire je ne veux pas d'eux, c'est bien. En revanche, œuvrer et dire voici ce qu'on propose, ça marche. Je pense que les deux sont complémentaires. Qu'est-ce que Mme Bertil veut apporter à ce débat? Quelles sont ses propositions pour que ça évolue dans le bon sens? Madame Bertil n'a pas de proposition en propre. Madame Bertil, elle travaille avec des gens parce qu'on est plus fort. 3 cerveaux sont plus forts qu'un seul. Donc, c'est les propositions du CSAPR. C'est pas les propositions de Madame Bertil, déjà. Donc ça, il faut bien que tout le monde en soit conscient. Et donc, ce sont des propositions qui sont issues tout simplement de ces gens formidables que nous rencontrons tous les jours. Éric fait un travail depuis maintenant 5 ans, pardon. Éric et Jean-François Maillot sont quand même sur leur temps personnel, sur leur temps de travail, sur leur temps de famille. Ils sont toujours en train d'informer les gens, en train de répondre au téléphone, en train de faire des réunions et de recruter des gens. Et grâce à ça, nous avons quand même des échanges qui sont extrêmement enrichissants avec les gens qui viennent nous voir, qui nous parlent de leurs problématiques, qui font émerger des solutions. Et tout ça crée une émulsion qui est quand même beaucoup plus positive que de descendre dans la rue et dire non, non, je ne veux pas, non, non, je ne veux pas. Ça ne suffit pas. Donc nous avons des propositions à faire, nous les avons formulées, nous avons rédigé une lettre que nous allons remettre au Premier ministre lors de sa visite. Nous avons partagé avec plusieurs politiques. Je tiens à insister sur ce point. Pour moi, ce qu'on porte, c'est vraiment sans couleur politique. On n'est pas de droite, on n'est pas de gauche, on est rien de tout ça. On est le parti du bon sens. Et donc, on est prêt à adopter toutes les bonnes volontés qui se poseront à nous, du moment que cela respecte nos valeurs, bien entendu, parce qu'on ne va pas non plus s'acoquiner avec n'importe qui, c'est sûr et certain. On ne mange pas avec le diable, même avec une grande cuillère. Non. On va dire que la question se posera quand même, parce qu'il faudra quand même, à un moment donné, aller affronter le diable, entre guillemets. Oui, avec une croix. Et des gousses d'ail. Et des gousses d'ail, ouais. Et des pieux aussi, s'il faut. Là, on revient sur l'entreprise, parce que cette année, c'est une année de transition, que ce soit au niveau du RSI, au niveau du gouvernement, au niveau de la LODEOM, qui doit passer évoluer, la main. Oui. Je veux dire, ça fait quand même une grande année de transition. Et est-ce que les entreprises, les TPE locales, est-ce que les artisans sont aujourd'hui suffisamment costauds, ont des revenus qui sont quelque part dans un bas de laine et qu'on pourra sortir à un moment si il y a plus de chantier, il y a plus de marché. Certainement pas. Là, il y a un problème qui se pose, c'est que depuis le début de l'année, il y a la mensualisation des cotisations sociales, charges sociales. Les entreprises qui travaillent avec les institutions territoriales sont payées entre 45 voire 120 jours, malgré que la loi dit 30 jours. Hein, je dis 120 jours en étant gentil, il y en a qui c'est même beaucoup plus. Si la collectivité territoriale ne paye pas sa entreprise, hein, en attendant, elle va manger la salade, hein, donc elle ne pourra pas payer ses charges. Donc le fait d'avoir mis ces cotisations mensuellement, c'est pas bon. Ça déséquilibre, je pense que ça déséquilibre. Donc on n'a pas été concernés pour ça, encore une fois. On a vu simplement les grosses entreprises du CAC 40 qui, eux, ont les moyens, qui, eux, payent que 8% d'impôts l'année, hein, contrairement à nous. Juste un petit rappel, c'est tout. Oui, pour les GAFA, ils visent quand même 1 à 2% d'imposition maximum. Donc, vous voyez qu'on est quand même très, très loin de notre imposition à nous, TPE, qui pourtant sommes le premier poumon économique, non seulement sur le territoire national, mais dans les régions ultra-périphériques. Et dans la situation, la pression démographique à laquelle nous avons affaire, nous n'avons pas d'autre choix que de créer nos propres emplois. Nous n'avons pas d'autre choix. Et au lieu de nous laisser créer nos emplois et de nous aider à ça, parce que ces entreprises dont vous parlez, il faut savoir quand même qu'ici, elles sont d'une fragilité extrême. Aujourd'hui, dans les tribunaux de commerce de La Réunion, 90% des procédures de sauvegarde se terminent par une liquidation. 90%. Et là aussi, je dis à qui profite le crime ? Car très souvent, ce qu'il y a derrière, ce sont des dettes sociales qui portent le passif de l'entreprise à un niveau tel que finalement, on considère que ces entreprises ne pourront pas être sauvegardées, ne pourront pas faire l'objet de réformes suffisamment profondes pour leur permettre de survivre. Or, qu'est-ce qui se passe quand elles sont mises en liquidation ? De toute façon, ces dettes sociales sont effacées la plupart du temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour le jouir ?
pour le journal de l'île de la Réunion. On a effacé la dette sociale du GIR. Grâce à ça, les emplois ont pu être préservés. Et pourquoi ne le fait-on pas avec les autres entreprises ? Pourquoi ? Parce que le GIR a voix de presse, parce que le GIR peut s'exprimer. Mais dans ce cas-là, exprimez-vous, venez, portés par notre voix, venez nous voir. Nous sommes là pour vous défendre et nous sommes là pour porter le message de ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre aussi. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous allez prévoir des actions ? Est-ce qu'il y aura une stratégie pour être force de proposition ? Oui. Oui, il y en a. Bon, déjà, jeudi, on rejoint un groupe de retraités qui font une manifestation sur Saint-Pierre. Ils ont des problématiques, le pouvoir d'achat, tout comme nous, chefs d'entreprise. Il y a d'autres prévus. Je m'en vais sur Paris rejoindre différents groupes associatifs qui se battent contre la liberté d'entreprendre et pour la liberté sociale. Pour la liberté d'entreprendre et la liberté sociale. Et à mon retour, on prévoit aussi une manifestation à ce moment-là de grande envergure avec tous les gens qui contestent ce qui se passe actuellement. Alors ça, c'est pour le côté manifestation. Après, Karine s'occupe de tout ce qui est côté stratégie et proposition. Effectivement, nous nous rendons bien compte aujourd'hui que nous sommes arrivés, je dirais, à un niveau du système et de notre système de défense qui pose quand même problème, puisque nous avons une stratégie judiciaire qui est pertinente et qui tient la route. Nous nous apercevons malheureusement que celle-ci n'aboutira pas sans une volonté politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre combat doit aussi consister à ça, se faire entendre, faire des propositions concrètes, à être vraiment dans une dynamique de création ensemble. Aujourd'hui, il y a une obligation d'y croire parce que d'une façon ou d'une autre, soit l'entreprise ferme, soit il faudra chercher du travail. Et le marché du travail, c'est pas ce qui est... Et nous ne sommes pas en métropole, qui déjà souffre de 9% de la population active au chômage. Ici, on ne parle quand même pas de 9%, on parle de 40%. Hein. Oui, exactement. Nous sommes l'espoir des chefs d'entreprise avec le CSAPR. Nous sommes on va dire des faiseurs d'espoir pour trouver des solutions. On voit actuellement avec Sillaos, les chefs d'entreprise à Sillaos ont des gros problèmes. Ils ont manifesté, ils sont tout seuls. Ce que je leur dis, c'est de venir nous rejoindre. On sera plus forts tous ensemble. Je pense que vous allez être chacun d'un côté de la route. Parce que si la route est bouchée, vous rejoindre, ça peut être simple. Il y a des moyens. Il y a les hélicos, effectivement. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Éric Marcelli et mademoiselle... Berthil. Prénom. Karine. Voilà, que j'ai oublié. J'allais dire Jean-François Maillot, mais bon, je préfère... Non. La question... Alors, on aura l'occasion d'en rediscuter à chaque fois, on le dit, on essaiera de voir si on peut, à un moment ou un autre, refaire un débat et voir un petit peu où on est problème, mais puis voir aussi comment le RSI adossé à l'URSSAF avance et quelles sont les conséquences à La Réunion. En tout cas, ce sera l'occasion aussi de voir quelle est la santé de l'économie locale à travers ces TPE et son artisanat. Merci à vous deux. Merci. Nous, on s'arrête là. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à la technique. Merci à François et à la laine. Merci donc pour votre fidélité. Portez-vous bien. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.